Il y a une chose, moi, qui m'agace en ce moment, qu'en fait, on surfe beaucoup sur le recrutement par le sport. Et il y a tout un tas de dispositifs qui sont mis en place, soi-disant innovants. Moi, personnellement, ça fait 25 ans que je travaille avec des bénévoles et avec des associations sportives. Et c'est ni plus ni moins que ce que font depuis des années les clubs sportifs, mais souvent avec de moins en moins de moyens. Selon toi, quelles sont les 3 principales valeurs du basket? Pour moi, les deux principales, c'est effectivement la valeur de l'engagement et la valeur du respect. Et puis après, c'est un sport d'équipe, même si les stats sont toutes individuelles. On peut parler de solidarité. Alors bonjour à tous et bonjour Pierre-Yves, je suis hyper contente d'être ici aujourd'hui. Pour tout vous dire, on se trouve dans les bureaux de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de basketball. Et écoute, je te laisse te présenter. Est-ce que tu peux nous dire ton nom, ton prénom, ton rôle dans la Ligue de basket et ton péché mignon et ta routine bien-être? Bienvenue tout d'abord. Donc, moi, Pierre-Yves Chassard, je suis directeur territorial de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes depuis 4 ans. Et mon péché mignon, c'est la pratique d'activité physique. Alors, je fais plus de basket, mais je cours et j'essaye de m'entretenir par des étirements, jamais suffisamment, mais assez fréquemment. C'est toujours ça, voilà. Ouais. Ok, super. Justement, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur ton parcours? Comment t'en es arrivé ici? Alors moi, j'ai un parcours dans le monde du sport, puisque j'ai travaillé 20 ans au ministère des Sports. D'accord. Sur différentes fonctions, sur différents dossiers qui tournaient essentiellement autour de la formation et du sport de haut niveau. Donc j'ai accompagné des structures, centres de formation, de clubs professionnels notamment pendant une bonne quinzaine d'années. Et puis j'ai assez souvent travaillé autour de l'emploi sportif. C'est ce qu'on essaye aussi de développer au sein de la Ligue à travers son institut de formation qui est l'IFRAB en fait. Ok. Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es arrivé ici et aujourd'hui, en fait, quel est ton rôle? Arrivé, alors ça a été un changement il y a 4 ans, changement d'orientation un petit peu professionnel, donc fonctionnaire au ministère des Sports, donc je travaillais avec pas mal de fédérations et pas mal de ligues. Et ça a été un petit peu une opportunité, le basket est ma discipline de prédilection, donc j'ai entraîné aussi pendant quelques années. Et la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes venait de se constituer, donc c'était la fusion de 3 entités, la Ligue d'Auvergne, la Ligue des Alpes et la Ligue du Lyonnais. Ils recherchaient un directeur et c'est vrai que le président actuel est venu m'en parler, est venu me solliciter. Au ministère des Sports, on était dans une période un petit peu compliquée, donc ça a été vraiment une opportunité, être au bon moment, au bon endroit. Okay. Ça fait partie des opportunités professionnelles que j'ai pu saisir. C'est top, c'est ce qui fait qu'on se retrouve là aujourd'hui. Tout à fait. Et du coup, justement, tu as parlé du basket. Du coup, quelle place prend le basket dans ta vie? On le prenait en tous les cas aussi avant. Alors, j'aime beaucoup dire que le basket, alors le sport, et me concernant le basket plus particulièrement, c'est ce qui m'a permis de travailler pendant 25 ans. C'est-à-dire que l'investissement bénévole, ce que j'ai appris dans mon club quand j'étais enfant, en termes de valeurs, en termes d'attitude, en termes de compétences aussi. On peut très vite prendre des compétences d'éducateur, de dirigeant. Donc ça m'a construit mon parcours professionnel en fait. Puis c'est aussi un projet familial parce que j'ai une épouse qui a joué au basket et j'ai 2 filles qui ont 17 et 19 ans qui jouent au basket et qui sont aussi impliquées dans leur club de basket. Donc oui, c'est un vrai projet de vie le basket. Ouais, de ce que je peux comprendre, c'est clair. Et du coup, donc, est-ce que tu as été joueur ou entraîneur? Enfin, qu'est-ce que tu as... Alors, j'ai été joueur jusqu'à 21 ans. Okay. J'ai joué jusqu'en pré-national et en fait, j'ai très vite arrêté parce que j'avais passé mes diplômes d'entraîneur. Donc, j'ai un brevet d'état 2e degré.
qui m'a permis d'entraîner très jeune en national. À 20 ans, j'entraînais en national des U18 et puis après des seniors. Et c'était plus trop compatible d'entraîner tous les soirs et d'avoir encore du temps pour s'entraîner soi. Donc j'ai fait le choix très vite de partir sur la fonction d'entraîneur. En parallèle, j'ai aussi eu pendant 4-5 ans une fonction d'arbitre. D'accord. Et c'est aussi, on manque d'arbitres et c'est aussi des pratiques. J'en discutais encore hier avec un directeur d'une collectivité locale. Ouais. Qui me disait que sa pratique d'arbitre lui avait appris à gérer des émotions, à prendre des responsabilités, à gérer des conflits, que ça lui avait construit aussi sa carrière professionnelle. Ok, ah oui. Et justement, tout à l'heure, tu as abordé un point important. Tu parlais des valeurs, justement, que tu as inculqué le basket. Selon toi, quelles sont les 3 principales valeurs? Alors, une qui se perd de plus en plus, mais qui est une valeur bien écrite et qu'on a écrite dans notre projet de ligue également, c'est la valeur de l'engagement. Parce que quand on s'engage dans une équipe, c'est pas pour faire un match sur 3, c'est pas pour venir à un entraînement sur 3. Donc ça, pour moi, c'est une valeur importante. Le basket, et c'est aussi écrit dans notre valeur de notre projet de ligue, est un sport très réglementé et très chronométré. Il y a beaucoup de contraintes de temps. Et derrière, on peut y mettre cette notion de respect. Le respect des règles, le respect des acteurs. C'est un sport en interpénétration et très vite au contact. Donc, pour moi, les 2 principales, c'est effectivement la valeur de l'engagement et la valeur du respect. Et puis après, c'est un sport d'équipe, même si les stats sont toutes individuelles. Ouais, ça reste un sport d'équipe. On peut parler de solidarité au sein d'un club, au sein d'un groupe, au sein d'une équipe et aussi au sein d'une instance fédérale comme celle de la Ligue. Voilà, si j'en avais 3 à retenir, ça serait ces 3-là. Ok, super. Concernant aussi ton rôle de directeur dans la Ligue, quelle est ta vision justement par rapport à tout ça? Mon rôle, c'est effectivement un rôle de manager. Aujourd'hui, il y a 43 salariés à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de basket. Pas tous à temps plein, mais on est 43. Il y a aussi énormément de bénévoles. Et ça, des fois, on ne s'en rend pas trop compte dans les institutions. On sait, dans les clubs, il y a des bénévoles, mais dans les institutions, c'est une centaine de bénévoles qui travaillent toutes les semaines pour vérifier les feuilles de match, pour désigner des arbitres, pour organiser des événements, pour former des arbitres, pour former des marqueurs, des chronométreurs, pour former des dirigeants, pour accompagner des clubs sur des dépôts de subventions. Et moi, j'aime bien ce travail en coopération, en collaboration. Et donc, en fait, le rôle d'un directeur, c'est de mettre un petit peu de l'huile dans tout ça pour que ça fonctionne. Voilà. Finalement, c'est un peu le même qu'un entraîneur, mais à un autre niveau. Tout à fait. Ok. Et quelle est la relation avec les autres ligues en France, du coup Alors, très bonne. Elle se fait à différents niveaux. Maintenant, on travaille beaucoup en réseau. Donc on a un réseau des directeurs de ligue, on a un réseau aussi des instituts de formation, même si celui de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes s'est monté, on a fêté les 10 ans là, en 2022. Donc on travaille beaucoup par réseau et on travaille aussi beaucoup en connexion avec la Fédé, avec nos comités départementaux. J'aime beaucoup cette image-là de dire que le basket, il ne se fait pas dans les ligues, il se fait vraiment dans les clubs et que les institutions se doivent d'être un support pour faciliter le travail de ces clubs au quotidien. Bien sûr, je vois complètement. Et justement, comment ça se passe aussi avec par exemple, au niveau des attentes des sponsors, comment est-ce que vous gérez tout ça en fait? Alors, pour nous, c'est un dossier un peu nouveau. C'est-à-dire qu'on vient de lancer le développement du partenariat. Ok. C'est-à-dire qu'on a énormément développé l'institut de formation.
Ouais. pour être au plus près des clubs. Aujourd'hui, c'est 160 apprentis qui travaillent toutes les semaines dans des clubs et qui viennent se former toutes les semaines sur un des 9 sites sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Ouais. Et aujourd'hui, on commence à vendre à des partenaires privés cette visibilité, ce partage de valeurs aussi. Et c'est vraiment quelque chose de tout récent. Aujourd'hui, on a un partenaire principal qui est le Crédit Mutuel, qui est notre banque, et qui est un partenaire historique. On a des fournisseurs sur des équipements, et puis on commence à développer ce partenariat privé. Génial, ok. Donc c'est en tout... Ah, c'est tout nouveau. Et ça, voilà, les premières actions ont été menées il y a 7-8 mois. Ok, top. Et tout à l'heure, tu as abordé des sujets hyper intéressants et en tous les cas qu'on connaît peut-être pas forcément, mais c'est tous les différents en fait, types de baskets que vous êtes en train de développer. Est-ce que tu peux justement nous expliquer et nous en dire un petit peu plus? Bien sûr. Alors le basket, c'est le 5-5 historique. Depuis maintenant une vingtaine d'années, on a commencé, même un petit peu plus, une trentaine d'années, on a commencé à voir fleurir du basket qu'on appelait au départ basket de rue. Ouais. Et donc c'est l'activité du basket 3 contre 3. Sauf c'est devenu une pratique d'une pratique inorganisée. Souvent c'était des partenaires privés qui montaient des tournois. On avait des gros fournisseurs, des grandes marques d'équipementiers qui avaient pris le nom et qui organisaient ces tournois-là. Donc ça, c'était les années 80-90. Et le 3-3 s'est vraiment développé, s'est fédéré. Il y a une dizaine d'années, on a commencé à avoir les premières compétitions internationales. Et cette discipline est rentrée aux Jeux Olympiques, où on a une équipe notamment féminine, composée de beaucoup de joueuses de notre région, donc on est un petit peu fiers, qui performe énormément puisqu'elle est championne du monde et championne d'Europe. D'accord. Donc ça, c'est une pratique qui rentre aux Jeux Olympiques et qu'on espère bien qui nous fera des médailles à Paris l'an prochain. Super. Donc ça, c'est la pratique compétitive. Et puis on a aussi d'autres pratiques qui sont développées maintenant depuis quelques années. C'est ce qu'on appelle le basket santé. Porte bien son nom. C'est un basket avec des règles un petit peu adaptées en fonction du public que l'on touche. Donc on peut toucher des publics seniors. Quand je dis seniors, on travaille avec des EHPAD par exemple, des maisons de retraite, où on peut faire du basket assis, où on peut faire du basket avec des ballons plus gros, des ballons en mousse. Donc c'est vraiment du basket pour tous. Et puis ce basket santé, il s'adapte à des différentes pathologies. On travaille avec notamment des jeunes qui sont en surpoids. Qui sont atteints d'obésité, qui ne pourraient pas pratiquer un basket classique dû à leur maladie. Donc ça, c'est vraiment un champ qui a été développé par la fédération et qu'ici en Auvergne-Rhône-Alpes, on a 2 chargés de développement. On a 80 clubs actuellement qui ont lancé ces activités basket santé. Qui regroupe un public qui ne peut plus, qui ne veut plus faire du basket compétitif. Je trouve que c'est hyper sympa en fait de développer une partie comme ça. Je sais que j'ai beaucoup entendu parler du sport santé de manière globale et c'est un terme du coup qu'on entend de plus en plus. Basket santé, tu vois, je connaissais pas du tout et franchement je trouve que c'est super parce que je me dis toutes les personnes qui peuvent pas forcément pratiquer dans des clubs et du coup qui voient finalement un peu le côté contrainte parce qu'ils se disent non, je peux pas pratiquer comme une personne normale ou je peux pas m'inscrire dans ce club parce que finalement là ça ouvre en fait finalement une porte à des personnes et rendre accessible le basket pour tous quoi, donc c'est top. Alors c'est et à la fois le rendre accessible pour tous, mais à la fois c'est même considéré comme une activité de soins. Et certaines mutuelles par exemple remboursent cette pratique sportive
on touche aussi des publics qui sont atteints de pathologies un petit peu lourdes et qui ont besoin de faire une activité physique pour se soigner. D'accord. Et le basket santé est référencé, ce qu'on appelle dans le DICOSPOR, qui est un petit peu la Bible des médecins en termes de prescription. Et ça peut être prescrit, le basket santé, par des médecins. Ok. Donc ça, c'est une activité qui est maintenant assez installée sur notre territoire. Donc on travaille en partenariat avec des établissements hospitaliers, des maisons de retraite, et puis c'est surtout aussi porté par des clubs. Donc ça permet cette diversité d'activités. On a 2 autres activités qui sont un petit peu plus récentes et un petit peu moins connues. C'est le basket pour les tout-petits qu'on appelle le micro-basket. Et donc le micro-basket, c'est un petit peu commencer une activité physique avec son papa et sa maman. J'étais fille, on a fait de la baby gym, et en fait c'est de l'habileté motrice, donc c'est pour les 3-5 ans. Et effectivement sur la région, on a une bonne vingtaine de clubs qui sont déjà lancés dans cette activité-là. Et une activité qui va te plaire, qui est le basket tonique. Alors là, on en est vraiment au tout début. Ça, je suis curieuse de tester. Hein. Voilà. Donc c'est un petit peu du basket en musique. C'est les fondamentaux du basket. Donc c'est des mouvements de basket qui sont faits en groupe et en musique, un petit peu sur la même terminologie que le fitness. Et justement sur cette pratique-là, est-ce que c'est du coup c'est assez intense ou c'est plutôt doux, on va dire, la pratique? Alors, on a des formations pour chaque type d'activité. On a une formation d'animateur basket santé qui est faite par notre institut de formation, donc l'IFRAB. On a une formation d'animateur micro-basket et on va lancer des formations d'animateur basket tonique. Et en fait, dans toutes ces formations, c'est adapté au public. C'est-à-dire qu'en fonction du public que l'on a, ça sera plutôt doux ou ça peut monter en intensité suivant les pratiques. Parce que typiquement, on est allé filmer aussi dans un centre de pilates. Je sais qu'elles utilisent beaucoup les ballons aussi pour tout ce qui va être renforcement au niveau du périnée, etc. Et c'est du coup un sport qui est très doux, mais où le ballon, des fois, elles font une séance entière avec des ballons. Donc c'est pour ça que je me dis aussi ça peut rejoindre cette partie-là. Ok. Là, sur notre site internet, on a 2-3 petites vidéos qui démontrent un petit peu ces activités, que ce soit le 3-3 où là on parle du plus jeune au très haut niveau, mais aussi le basket santé, le micro-basket, là on pouvait aller moyen de découvrir. C'est clair. Et tu vois, je me demandais comment est-ce que c'est que des clubs qui sont formés du coup par vous qui peuvent proposer ces activités, ou est-ce que par exemple un coach qui est diplômé d'État a envie de se former aussi et veut proposer par exemple du basket santé à des clients? Est-ce que c'est quelque chose qui est faisable ou pas? Alors oui, c'est faisable, mais pas tout seul. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas utiliser le label basket santé, puisque c'est un label protégé en fait. Par contre, on peut très bien, les statuts fédéraux permettent d'intégrer maintenant depuis quelques années des établissements privés et pas que des associations. On peut affilier des établissements privés. Ok, donc ça veut dire que c'est un coach par exemple qui fait partie d'un club, ou est-ce que même lui avec son statut de micro-entrepreneur il peut... Alors, il ne pourrait pas porter tout seul. Par contre, il pourrait aller dans une association affiliée ou dans une structure affiliée. Et à condition qu'il passe nos diplômes pour pouvoir prétendre avoir ces labels. Chaque pratique est labellisée en fait. Donc il y a un cahier des charges en limitant le nombre de pratiquants, avec des matériels adaptés, du niveau de qualification et du niveau de formation en fait. Bien sûr, je vois, super. Et aussi, forcément, quelque chose qui me parle aussi beaucoup. Aujourd'hui, qu'en est-il par rapport à la pratique du basket féminin? Est-ce que tu peux nous dire en France et même en Auvergne-Rhône-Alpes? Alors tu prêches un convaincu, parce que moi j'ai toujours préféré entraîner des filles.
Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Même si j'ai plein de copains qui me disent qu'il y a peu de différence entre entraîner des filles et entraîner des garçons, et je les rejoins aussi. Et pour quelle raison? Pourquoi j'ai préféré Ouais. entraîner des filles? Alors c'est une vision très personnelle et d'autres entraîneurs, j'ai déjà eu cette discussion la semaine dernière avec un entraîneur renommé qui me disait, bon, lui il n'y voit pas tant de différence que ça. Moi je trouve que entraîner les filles c'est beaucoup plus rigoureux. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que quand on est dans l'entraînement, on donne une consigne et la consigne est tout de suite adaptée. Alors après, c'est peut-être que je savais moins bien faire pour entraîner des masculins. Mais voilà, il y a ce côté-là un peu plus de rigueur dans ce qui est demandé. Le développement du basket féminin, on peut être fier le basket parce qu'on est le premier sport collectif féminin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur on n'est pas à la parité 50-50, mais aujourd'hui, dans nos licenciés, on est aux alentours de 60% d'hommes, 40% de femmes. Ça, c'est des chiffres qui me font vraiment plaisir. Voilà. Donc ça, c'est en France. Et en Auvergne-Rhône-Alpes, on est très actif sur le développement du basket féminin. Ouais. On a un site dédié qui s'appelle Elora, qui avant s'appelait Basket Fly, pour basket féminin lyonnais. Ouais. On a un événement qui arrive là bientôt au mois de juin, le deuxième week-end de juin, qui se déroulera à Feur, qui s'appelle Miss Match. Ok. Donc son nom porte bien. Ouais. Voilà, le porte bien. Le nom est bien trouvé. On a une commission féminine avec Sylvia Rigaud là, qui est très très dynamique. Et donc cet événement Miss Match en fait va réunir des U13 aux seniors, toutes les finales de nos championnats régionaux féminins. D'accord, ok. Alors, de Régional 1, donc pendant 2 jours il y aura des compétitions très féminines. Et l'an dernier on a développé aussi autour du 3-3 un événement 3-3 qu'on a appelé Aura en rose, qui a permis de générer des bénéfices qu'on a reversés à des associations qui font de la recherche sur le cancer du sein. Ah, super. Voilà. Très bel engagement en tous les cas. Très belle manifestation et qui a vraiment été très suivie, qui était sur Clermont et qu'on essaye de développer un peu sur l'ensemble du territoire, qui sera reconduite de toute façon. Donc quelle date ? Au mois d'octobre. Voilà. Ah bah c'est Octobre Rose. Tout à fait, c'est ça. Okay. Donc c'est Oran on y rose. pensera alors. Voilà. Ouais, on en parlera sur Pure. Ça c'est des genres de choses qui me... Et vous pourrez découvrir du basket 3-3, du basket santé à cette occasion-là. Voilà. Carrément, ouais, ce sera l'occasion. Parce que je suis bien curieuse de découvrir aussi ces autres je t'inviterai. Ouais, bah écoute, avec plaisir. Hein. Et du coup aussi, plus globalement, quels sont les principaux enjeux aujourd'hui au niveau de la Ligue ? Alors, on a un projet de développement sur 6 ans. Ouais. On l'a voulu, qu'on a écrit récemment, là, qui a été voté au comité directeur en début d'année 2023. Pourquoi 6 ans ? Parce que on veut ancrer les choses. Enfin, les dirigeants, les salariés aussi sont souvent que de passage. Et donc, on a différents axes de développement. Un des principaux, on a connu une vraie évolution du nombre de licenciés. Avant le Covid, on était 74 000 sur Auvergne-Rhône-Alpes. Là, on est monté à bientôt 82 000 là, en fin de saison, au mois de juin. Donc, c'est pérenniser cette offre qui répond à des demandes. Si les gens prennent une licence, c'est que l'offre que l'on propose, enfin l'offre que nos clubs et que nous, on fédère, propose est adaptée. Donc, l'idée, c'est de continuer à développer cela, de compenser aussi les baisses de subventions publiques, d'où on parlait du partenariat privé qu'on cherche à développer pour compenser. De travailler aussi sur de l'événementiel, autour du 3-3, on parlait d'Octobre Rose, du basket santé. Donc ça, c'est des vrais enjeux. Et puis, des enjeux aussi de rénover
la vision du monde associatif et de bien faire ce lien entre le très haut niveau et le jeune ou moins jeune qui va débuter la pratique et qu'on puisse avoir ces connexions. Bien Donc sûr. ça, c'est un des vrais objectifs en tout cas de ce qui est écrit dans notre projet. Et puis aussi on a actuellement, même si le nombre de licenciés augmente, on constate que beaucoup de clubs refusent des licenciés. D'accord. Notamment sur les grosses métropoles. Ok. Le frein, c'est l'équipement sportif. Ah. Aujourd'hui, les gymnases sont saturés, Ouais. donc même si les clubs seraient prêts à proposer plus d'activités, C'est pas ils sont possible. limités. Ouais, ok. Donc là, on a un plan avec l'Agence nationale du sport qu'on appelle le plan infra, qui permet à des collectivités d'être aidées financièrement pour créer un gymnase. terrain attractif de plein air, Ouais. pour faire du 3-3 par exemple. Ouais. Pour ouvrir son gymnase un peu plus, pour l'agrandir, pour en D'accord. créer des nouveaux. Et là, pour nous, c'est un vrai enjeu parce que on laisse beaucoup de jeunes en dehors des gymnases, tout simplement, parce qu'il n'y a pas de place. C'est terrible. Ouais. Ça, j'aurais pas pensé, quoi. Alors, on a des communes autour de la métropole, des clubs qui nous disent on a 400 licenciés, mais on en a refusé 150. C'est énorme. C'est-à-dire qu'il y a 150 jeunes qui ne peuvent pas pratiquer. Ah ouais, ok. Ouais, donc en effet, c'est quand même vraiment quelque chose à prendre en compte et à développer. Et effectivement, alors, nous, on se doit d'être impulseurs. Parce qu'un club avec ses dirigeants, il n'aura pas la faculté, la capacité il doit gérer son activité au quotidien, d'être impulseur auprès des collectivités. Donc là, on a un plan sur 6 ans, essayer de travailler sur le développement d'infrastructures. Et donc, quand on parlait de coach sportif ou autre, c'est aussi d'infrastructures publiques. Aujourd'hui, 98% de nos gymnases qui sont utilisés par nos clubs sont détenus par des collectivités. Peut-être qu'il y a d'autres moyens, d'autres sources actuellement à développer. En effet, ouais. Un peu comme le squash, comme le badminton. Voilà. Aujourd'hui, la fédération a impulsé et a racheté une entreprise qui s'appelle les Hoops Factory. Ok. Et on en a une sur notre territoire, à Clermont-Ferrand, où c'est déroulé Octobre Rose. Enfin, d'accord, ok. Rose, en tout cas. Et oui, parce que du coup, dans des mêmes, après, pourquoi pas se pencher vers des collectivités, enfin pas des collectivités justement, mais des entreprises privées, finalement des clubs privés. Tout à fait. Ouais. Et ça, c'est des choses qu'on commence à réfléchir, au moins des infrastructures. Alors, quel que soit le propriétaire ou le gestionnaire, mais qui permettent de développer la pratique. Et nous, notre chance, c'est de développer la pratique. Oui, bah, c'est clair. En effet, du coup, les associations de coachs, des centres de coaching et tout, c'est clair que je pense que ça pourrait tout à fait y répondre, quoi. Donc, à développer en tous les cas. Et qu'est-ce qui, toi, te rend le plus heureux aujourd'hui dans ton métier ? Le plus heureux, c'est quand les week-ends, je suis dans les clubs. J'ai la chance les week-ends, passer un petit peu de temps au bord des terrains et de voir que les valeurs d'engagement, les valeurs de solidarité, les valeurs de respect, en fait, elles peuvent être mises en valeur, perdurer. C'est pas tout le temps le cas, mais on a quand même des belles images des belles images dans le basket. Je pense qu'on est une discipline encore un petit peu préservée. Alors les maux de la société ne s'arrêtent pas aux portes de nos gymnases. On voit les déviances, et cette année on en a vu beaucoup, à rentrer dans nos gymnases. On a un rôle de sanction, de prévention, de formation aussi des acteurs pour gérer ces incivilités, mais qu'on voit dans la rue. Tout à fait. Donc il n'y a pas de raison qu'elles s'arrêtent aux portes des gymnases. Donc ça, moi, c'est ce qui me rend le plus heureux quand on a des fois dans la semaine à gérer les dossiers un petit peu lourds et que le week-end, on voit des enfants ou des adultes qui prennent du plaisir, qui partagent. Moi, j'aime bien dire, le sport n'est qu'un prétexte. Ouais. Je vous laisse finir la phrase. Ouais, c'est clair. Ouais, prétexte à rencontre, prétexte à échange, à partage. Tout à fait, partager tout ça, c'est clair. Ça a des moments
Tu vois, je suis issue aussi beaucoup du milieu du sport. Mes parents m'ont toujours poussé à faire beaucoup de sport. Moi, je suis plutôt sport individuel. Même si, en effet, à la gym, toutes les stats étaient individuelles, mais bon, finalement, c'est quand même en équipe quand on remporte la compète. Mais c'est vrai que je te rejoins totalement sur le côté valeur, et c'est pour ça qu'aussi, moi, je pousse les gens, même les personnes de tout niveau à faire du sport parce que, comme tu dis, en fait, moi, c'est pareil, j'ai été éduquée par la gym. Ça m'a inculqué des valeurs au niveau de la résilience, au niveau du respect, au niveau de la rigueur, enfin plein de choses comme ça. Et qui aujourd'hui, je compare souvent le sport à l'entrepreneuriat. Et je dis souvent en fait que sans le sport, j'aurais peut-être pas autant de rigueur que j'en ai aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. C'est la persévérance, comment surmonter l'échec et tout ça. Et je trouve que c'est des valeurs qui sont hyper importantes et que je trouve que c'est fort parce que dans les sports co, comme le basket, justement, il y a quand même ce côté où justement vous voulez les transmettre. Il y a cette volonté de vouloir le transmettre en tous les cas à tous les jeunes et que non, c'est pas inaccessible ou ça ou quoi. Donc je trouve que c'est très fort en tous les cas. Alors, je te rejoins, le monde du travail, quand il y a 40 salariés à la Ligue, un peu plus même, on voit bien que le monde du travail a évolué. La relation au travail, l'ensemble de la société a évolué, la question de télétravail, la question d'équilibre de vie qui est très importante, en tout cas nous, en termes de ressources humaines, on y tient vraiment. Il y a une chose, moi, qui m'agace en ce moment, qu'en fait, on surfe beaucoup sur le recrutement par le sport. Et il y a tout un tas de dispositifs qui sont mis en place, soi-disant innovants. Moi, personnellement, ça fait 25 ans que je travaille avec des bénévoles et avec des associations sportives. Et c'est ni plus ni moins que ce que font depuis des années les clubs sportifs, mais souvent avec de moins en moins de moyens. Et là, je vois une tendance où différentes structures utilisent, je dis bien utilisent, des moyens financiers qui sont démultipliés pour travailler sur les valeurs du sport et les mettre en lien avec l'entreprise. Sauf que ça, les clubs sportifs, ils le font déjà. Ouais. Alors, pas tous, chacun avec leurs moyens, mais très souvent dans un club sportif, le jeune qui est en 4e, 3e, qui cherche un stage, et dans son équipe, il y a un papa qui fait le métier, qui va peut-être l'accueillir en stage, ou un dirigeant qui va l'accueillir en stage de découverte ou d'observation. Clairement. Et ça se fait parce que le sport n'est que prétexte à rencontre, partage. Et, voilà. Et ça, c'est de moins en moins valorisé en fait. C'est vrai, hein. C'est de moins en moins valorisé parce qu'il y a d'autres structures qui ont pris ce fer de lance et qui font ça très bien, hein, mais avec des moyens qui des fois sont un petit peu disproportionnés par rapport à toutes ces associations qui font ça très bien. On parlait de l'arbitrage tout à l'heure. Voilà. Ouais. Prendre un sifflet, c'est prendre une responsabilité. Tous les clubs font prendre cette responsabilité à leurs jeunes, quoi. Bien sûr, ouais. Mais tu vois, c'est vrai que c'est important d'en parler parce que je sais pas pour toi, mais en tout cas de mon point de vue, j'ai l'impression que depuis Covid, il y a beaucoup de personnes finalement qui sont... Enfin, je trouve que le monde est de plus en plus individualisé, tu vois. Et du coup, même au niveau de la pratique sportive. Et c'est vrai que pour autant, j'ai l'impression qu'il y a quand même une demande que les gens veulent de plus en plus être dans des clubs pour justement, comme tu disais, en fait, partager, recréer du lien social parce que c'est vrai que pendant le Covid, du coup, chacun faisait un peu son sport chez soi, où il y en avait qui essaient de se retrouver, mais ça a quand même vachement créé un côté un peu d'individualisation. Et pour autant, j'ai l'impression qu'il y a quand même une forte demande. Et donc du coup, justement, il faut encourager ça. Et je trouve que c'est hyper important que des ligues comme la vôtre, en fait, mettent en avant ces valeurs parce que, oui, le sport, comme tu dis, c'est prétexte à. Et du coup, toutes les personnes aussi qui ont juste aussi envie, qui font du télétravail et qui voient personne la journée, le soir, en fait, on vient faire du basket par passion et parce que, en plus, je retrouve mes amis et c'est hyper important, quoi. On a fait ce constat sur les finales régionales l'an dernier. Où en fait les gymnases étaient pleins.
plein de spectateurs. Beaucoup plus qu'avant. Voilà, nos demi-finales jeunes commencent ce week-end. Ouais. Et on sent un engouement pas pour aller supporter son équipe, mais juste pour aller rencontrer. Et les gens sont prêts à se mobiliser. Avant, très souvent, sur une finale, il y a les parents, les grands-parents. Oui. Maintenant, quand il y a un club à une équipe qui fait une finale, s'il en a deux, il nous demande, nous, Ligue, de dire surtout, mettez pas les deux matchs en même temps à des lieux différents, parce que en fait, nos seniors, ils veulent aller voir les U15, ok. et les U15, ils veulent supporter les seniors. Donc on Ouais. a ces demandes-là qu'on essaye de satisfaire comme on peut, parce que les contraintes sont énormes, mais en tout cas, nous, c'est des préoccupations que l'on a quand un club a 2 ou 3 équipes qui fait des phases finales, on essaye de les mettre sur le même lieu pour qu'en fait ce soit la fête du club et que les gens viennent. Voilà. Donc c'est une vraie évolution. Ouais. C'est clair, ouais. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à par exemple, un jeune qui a envie de se lancer dans le basket? Enfin, quel conseil tu donnerais à ce jeune-là ou à cette jeune-là qui veut se lancer dans le basket? Bah déjà de contacter un club. Ouais. Parce que pendant le Covid, on a vu les terrains de plein air, des pratiques inorganisées se lancer. Et c'est bien, c'est mieux que de rester assis chez soi et tout seul. C'est clair. Mais c'est pas incompatible avec une pratique en club. Et la pratique en club, elle est en train aussi de se rénover un petit peu. Avant, la pratique en club, c'était on prenait sa licence au mois de septembre, on faisait ses 2 entraînements, son match le samedi, et puis on finissait au mois de juin. Et par le biais de ces nouvelles pratiques, par exemple le basket 3-3, et ben en fait les compétitions 3-3 sont toute la saison, mais un peu plus espacées. Et donc on peut être dans un club et faire du 3-3 toute la saison, mais de manière un petit peu plus espacée. Et arrive le mois d'avril, où les tournois sont beaucoup plus fréquents, on peut en faire s'inscrire seul. On a même des gens qui peuvent prendre des licences pour ces tournois-là à ce moment-là. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que même si on n'est pas dans le même club, on peut être dans la même équipe à un moment donné sur les tournois de 3-3, notamment la fin de saison. Et du coup, on voit des équipes qui se sont séparés à un moment donné pour des raisons professionnelles d'études, des jeunes, qui en fait, au mois d'avril, se disent non, mais de toute façon, tous les ans, on reconstruit l'équipe pour un jour, pour plusieurs week-ends. Voilà. Et donc, le conseil que j'aurais envie de dire, c'est on peut jouer dehors avec ses voisins sur un terrain, mais la pratique organisée et fédérée, elle a des valeurs. Elle donne des responsabilités, elle engage, et pour moi, c'est des choses importantes dans l'apprentissage, dans la construction, voilà, pour un jeune, si on parle de la construction de sa vie adulte, c'est des choses importantes. Okay. On crée des amitiés, on crée des relations par ce biais. Et pour ton mot de la fin, tu as un peu ton slogan, ton motto, qu'est-ce que ça pourrait être? Un slogan. Ou ton motto. Ah, c'était simple jusque-là. Hein. C'est là, tu vois, Non, je reprendrai cette image. Ouais, je reprendrai 2 en fait. Ouais. La première, c'est effectivement de dire le basket en club n'est que prétexte. Ouais. N'est que prétexte à partage, et que prétexte à échange, et que prétexte à rencontre, et que prétexte à construction de sa personnalité. Ça, c'est quelque chose qui m'est cher. Et puis après, plus par rapport à la ligue et à mon moteur un peu professionnel, on a un institut de formation qui est un petit peu le bras armé du développement de la pratique. C'est-à-dire quand on forme des éducateurs, quand on forme des arbitres, quand on forme des dirigeants, on contribue à leur faire découvrir le basket santé et le micro-basket. Voilà. Donc on peut les orienter un petit peu sur des pistes de développement. Et j'aime bien dire, on ne forme pas les gens, on ne peut que les aider à se former.
Ok. Et je trouve que c'est une phrase qui était un entraîneur, moi, qui m'a un petit peu guidé. Et donc pareil pour un entraîneur, quand il a des joueurs, il les forme pas, il peut que les aider Ouais. à se développer, à se former. Et ça, je C'est pense que c'est important parce que très souvent, quand on arrive à des responsabilités d'entraîneur, de directeur, de dirigeant, on pense moi savoir, toi apprendre. Ouais. Bon, je laisse cet adage à d'autres institutions. Très, très beau management en tous les cas. Moi, je le partage également beaucoup. C'est hyper important. Moi, je pense de toute façon, c'est les valeurs du sport qui font ça. Hein, mais... Ok, bah, est-ce qu'il y avait d'autres choses dont tu voulais aborder ou... Non, merci On a fait le à tour. toi et à ton équipe. Ça nous fait très plaisir. Enfin, moi, m'a fait plaisir de vous accueillir. Et Bah, puis écoute, de trouver des synergies un petit peu autour du clair. bien-être. C'est clair. Bah, merci à toi de nous avoir accueillis en tous les cas. C'était hyper enrichissant en tous les cas. Voilà, moi, ça me fait toujours plaisir de parler avec des professionnels du milieu du sport parce que, comme je le dis souvent, on partage les mêmes valeurs. Et c'est pour ça aussi que moi, j'ai voulu vraiment me spécialiser dans ces milieux-là parce que c'est toujours un plaisir même de travailler avec. Donc, franchement, c'était hyper enrichissant. Je te remercie de nous avoir fait découvrir la belle ligue Auvergne-Rhône-Alpes de basket. J'espère que ça donnera envie aussi à beaucoup de tester le basket, que ce soit le basket santé, le basket tonique et même toutes les autres formes de basket dans des clubs. Et puis on souhaite une belle croissance encore pour la ligue et on se retrouve très bientôt pour une prochaine interview. Merci Pierre-Yves. Merci à toi.